Selon une étude de la Direction de la Recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques, entre 350 000 et 460 000 événements indésirables graves se produisent chaque année à l'hôpital. Ils sont essentiellement produits par des actes invasifs, médicaments, chirurgie, implants. On pourrait en éviter jusqu'à 190 000. On estime à 750 000 le nombre d'infections nosocomiales par an. 30% pourraient être évités. Un patient sur 10 rentrant à l'hôpital subit un événement indésirable lié aux soins. Selon l'Organisation mondiale de la santé, 30 000 patients décèdent tous les ans d'accidents médicaux dans nos hôpitaux. La Fédération hospitalière de France estime qu'il y aurait entre 200 000 et 400 000 opérations chirurgicales inutiles en France tous les ans. 144 000 patients sont hospitalisés inutilement chaque année en raison des médicaments prescrits, selon l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé. Les médicaments prescrits sur ordonnance tuent plus que les accidents de la route, la pneumonie ou le diabète. La plupart des effets secondaires sont pris pour de nouvelles maladies ou de nouveaux symptômes, aboutissant à l'administration de soins et de médicaments supplémentaires, ce qui augmente encore le risque de décès. Le coût des effets secondaires représente 79 milliards d'euros au sein de l'Union européenne. Il tue près de 200 000 Européens tous les ans. S'il y a autant de réactions négatives aux médicaments en France et en Europe, c'est en raison du nombre de médicaments consommés et prescrits. De nombreux patients se voient prescrire une foule de médicaments aux dosages variés et aux effets contradictoires qui peuvent interagir et provoquer des réactions bien plus graves lorsqu'ils sont combinés. Nous avons atteint le point de saturation pour la prescription des médicaments. Nous sommes arrivés au stade où toutes les eaux testées contiennent des restes mesurables de médicaments. Les tonnes d'antibiotiques utilisées dans l'élevage de fermes, qui se répandent dans toutes nos rivières, donnent aux bactéries présentes dans les systèmes de traitement des eaux une résistance accrue aux antibiotiques. On retrouve ces bactéries dans nos réserves d'eau. La France détient le record de la consommation de médicaments en Europe. Les pharmacies distribuent tous les ans plus de 1500 unités de médicaments par patient contre 1000 en Allemagne et 750 en Italie. En 2010, 50 boîtes de médicaments ont été prescrites par personne en France, ce qui fait plus de 3 milliards de boîtes de médicaments vendues dans l'année. 50% des Français âgés de plus de 65 ans prennent entre 1 et 4 médicaments chaque jour. 38% de ces Français prennent de 5 à 10 médicaments par jour. 1% de ces Français prennent plus de 10 médicaments différents par jour. Les médecins français prescrivent 4 fois plus que les médecins britanniques, irlandais, italiens ou grecs, et 6 fois plus que les Danois, les Belges et les Allemands, selon le chercheur Bertolt Wurmser, un expert européen sur les questions de santé. À âge égal, beaucoup de Français ont des problèmes de santé qu'ils n'avaient pas il y a 20 ans. Les maladies dégénératives sont de plus en plus répandues. L'incidence de plusieurs cancers a doublé. 12% des personnes âgées de 80 ans sont atteintes de démence sénile que l'on pourrait éviter. Nos personnes âgées sont assommées de médicaments et ne s'en portent pas mieux. Le système de santé en France privilégie le traitement de la maladie et non la prévention. Si l'on en juge par les seules dépenses de santé, la France devrait être le pays où l'on vit le plus longtemps en bonne santé. Mais ce n'est pas le cas. Le pire, c'est que nous savons pourquoi. Le système de santé ne traite que les maladies. Cette politique est liée aux stratégies de marketing ultra sophistiquées des grands laboratoires pharmaceutiques. La fraude, autant chez les patients que les prescripteurs, et par l'industrie pharmaceutique elle-même. Les prescriptions systématiques et erronées. Les procédures médicales et les hospitalisations inutiles. La médecine moderne ne s'occupe plus de la santé. C'est une industrie mercantile de la maladie qui ne peut survivre que si des millions de personnes deviennent malades et le restent. C'est une industrie qui refuse de prendre en compte des aspects vitaux de la santé comme le fait que le stress affaiblit le système immunitaire, ou que la nourriture industrielle, le tabac, l'excès de calories et le manque d'exercice sont des causes directes de la maladie, ou encore que le contact avec des milliers de toxines présentes dans notre environnement et dans notre alimentation ont un lien direct avec nos maladies. On nous dit de faire attention au soleil, mais de plus en plus de personnes meurent chaque année de cancer en raison de manque d'exposition au soleil. Le marketing mensonger a changé nos habitudes alimentaires. Les consommateurs se sont massivement tournés vers les produits alimentaires industriels ou mauvais. Tant que nous ne changerons pas l'orientation de notre système de santé, rien ne changera. Dans tous les pays du monde,
même les États-Unis et la Suisse, il est difficile aujourd'hui de trouver des molécules vraiment nouvelles. De sorte que l'industrie pharmaceutique est soumise à de grandes difficultés financières pour continuer à faire un gros chiffre d'affaires avec des bénéfices importants. C'est pour ça qu'elle fait des copies pour prolonger ses brevets, mais c'est aussi pour ça qu'elle cherche à élargir ses marchés. Et pour élargir les marchés, la meilleure façon, c'est de faire croire à l'existence de nouvelles maladies qu'on ne connaissait pas auparavant. Pour résumer en une phrase, l'industrie ne trouve plus de nouvelles molécules, alors elle trouve des nouvelles maladies pour lesquelles, par miracle, ces anciennes molécules vont marcher. Autrement dit, elle élargit le marché de chaque molécule. Et ça, c'est la principale voie qui lui a permis de s'expandre dans les 15 dernières années. D'abord, vous comprenez que si chaque année on met peut-être pas 90%, mais 80% de médicaments inutiles et que ça dure depuis 40 ans, vous imaginez que sur les 4000 médicaments aujourd'hui dans le commerce, ben, il y en a 80% qui ne servent à rien et dont quelques-uns comportent des risques. Et là, il y a un ménage à faire et j'espère que le gouvernement aura le courage de s'attaquer à ce problème. Faut-il voir le sida autrement? Je pense sans la moindre hésitation qu'il faut répondre affirmativement à cette question. Dites-vous bien ceci. On affirme qu'une maladie donnée aurait une cause virale. Et puis que pendant les 25 années qui suivent, toute la recherche sur cette maladie est basée sur cette hypothèse et que tous les crédits de recherche sont alloués à des programmes qui sont uniquement basés sur cette hypothèse, ça c'est une chose. Quand d'autre part, 25 ans plus tard, tous ces travaux n'ont conduit à aucun traitement, n'ont conduit à aucune prédiction épidémiologique vérifiable, et n'ont jamais permis de préparer un vaccin qui aurait la moindre efficacité, dans ces trois circonstances-là, ne pensez-vous pas que l'hypothèse de départ était probablement fausse? C'est mon avis. Et c'est pourquoi je réponds très affirmativement à la question « oui, il faut voir le sida autrement ». Il faut entendre par séropositivité une évaluation du taux d'anticorps. Ce qu'il faut soigneusement effacer des pensées de tous, c'est que ce terme séropositivité reflète directement la présence du virus, du fameux rétrovirus. Il n'en est rien. La séropositivité est uniquement, par le test qu'on appelle le test ELISA, est une mesure du taux d'anticorps. De quels anticorps? Des anticorps contre tout et n'importe quoi, et qui n'ont aucune spécificité contre un prétendu rétrovirus VIH. Donc une immense erreur qu'il faut corriger dans la tête du grand public, c'est que cette mesure indique la présence du virus. Il n'en est rien, ça indique simplement la présence d'anticorps. Or, ces anticorps peuvent être la réponse à la présence de protéines étrangères extrêmement variées. Il y a un article extrêmement important qui a été publié aux États-Unis, en Californie, par Christine Johnson en 1996, et où elle a établi une liste de près de 70 conditions médicales qui peuvent conférer la dite séropositivité. Cette liste est énorme, et tous ceux qui sont frappés par l'étiquette séropositif se doivent en première démarche de lire cette liste attentivement et de voir si leur profil, si leur histoire médicale ne s'expliquerait pas beaucoup plus simplement
qu'en évoquant l'hypothèse d'une infection par un prétendu VIH. Cette liste comprend des infections comme la tuberculose, comme la lèpre, comme la malaria, comme le virus herpès. Cette liste comprend aussi les vaccinations, un grand nombre de vaccinations, y compris la vaccination antigrippale, par exemple. Mais cette liste comprend aussi les transfusions multiples, avoir été exposé à de nombreuses transfusions et donc avoir été exposé à des protéines étrangères, a pour résultat la fabrication d'anticorps qui sont dirigés contre ces protéines étrangères. Exposés à de très nombreuses transfusions sanguines, les hémophiles fabriquent donc des taux élevés d'anticorps qui ont rendu leur test dit le test ELISA positif. On en a conclu qu'ils étaient infectés par un prétendu VIH, ce qui n'a aucune justification scientifique. Et plus dramatique encore, on a non seulement conclu cette idée totalement fausse, mais on les a donc exposés à des traitements par des antirétroviraux comme l'AZT, médicament extrêmement toxique, et il ne fait dans mon esprit pas le moindre doute que de très nombreux hémophiles séropositifs, pas du VIH, mais bien de la toxicité du médicament AZT antirétroviral qui leur avait été imposé dans les années, disons, 87, 92 peut-être, qui leur avait été imposé à des doses affreusement toxiques qui, si je me souviens bien, approchaient le gramme et demi par jour, ce qui est une dose affreusement toxique. On appelle sida en Afrique un ensemble de maladies tropicales bien connues depuis un siècle et qui n'ont absolument rien à voir avec aucun rétrovirus. Non, je ne pense pas que ce qu'on appelle le syndrome du sida soit une maladie contagieuse. Il y avait des raisons historiques de douter de cette contagiosité qui sont apparues depuis le tout début. Rappelez-vous que dans les années 81-82, lorsque les premiers cas de sida ont été identifiés principalement en Californie et à New York, tous les malades étaient du sexe masculin. Avez-vous jamais entendu parler d'une maladie dite contagieuse qui choisirait le sexe de ses victimes? Ça n'existe pas. Mais cette notion a paru tolérable, acceptable par les autorités scientifiques du monde entier. Et il reste vrai que, même 25 ans plus tard, que l'énorme majorité des cas que l'on appelle sida sont du sexe masculin, en tout cas en Europe et en Amérique. Je ne parle pas de l'Afrique sur ce point-là. Alors, ça, c'était une première raison de mettre en doute la nature contagieuse. C'est résumé dans ce bouquin-là. Pour tenter de répondre à la question de savoir comment nous en sommes arrivés là, je crois que les réponses sont tout à fait non scientifiques. Les réponses ont tout à voir avec les communications, avec les médias, avec la dominance de l'industrie pharmaceutique dans les plus hautes instances des sphères scientifiques, y compris, je crois, non, je ne le crois pas, j'en suis certain, y compris le comité Nobel, y compris les hautes commissions de l'OMS à Genève, ces hautes instances dont toute la santé publique du monde dépend, sont infiltrées dans une proportion tout à fait anormale par des hauts représentants des grandes firmes pharmaceutiques
qui fabrique l'AZT, qui fabrique les autres médicaments antirétroviraux et qui cherchent désespérément à élargir géographiquement l'étendue de leur clientèle qui leur rapporte des milliards de dollars. Et alors, quand vous essayez de soulever le débat sur ce point absolument dramatique et hautement embarrassant, vous vous rendez compte que l'omerta de la presse mondiale est absolue et qu'il n'y a pas moyen de dire un mot là-dessus, parce qu'il est bien sûr que la publicité des firmes pharmaceutiques est une grosse partie du revenu des médias, ou un immense apport financier des grands partis politiques, des campagnes présidentielles, etc., et que par conséquent c'est un sujet d'une sensibilité extrême qu'il n'est pas décent de toucher. Il n'y a aucune étude qui montre qu'un vaccin soit capable d'enrayer une épidémie. Il y a une épidémie, vous vaccinez, c'est l'essaimage partout. La vaccination contre la grippe, ça fait 40 ans qu'elle existe, si ça marchait, il n'y aurait plus de grippe. Ah ben non, mais c'est intéressant pour les laboratoires. Tous les ans, il y a une grippe qui vient. Bon moyen, par ici la bonne soupe. C'est une rente viagère. Prouvez-moi que ça n'est pas un déni ce que vous faites. C'est-à-dire, prouvez-moi que le vaccin comportant non pas de l'hydroxyde d'aluminium, mais du squalène, du formol, etc., du mercure, n'est pas toxique. Je suis désolé, nous avons toutes les preuves pour. Bonjour. Pourriez-vous vous présenter et nous parler de votre parcours? Je me suis installé comme médecin homéopathe en 1985 dans la région Centre. En 1986, j'ai eu le malheur d'écrire au journal L'Équipe, au quotidien sportif L'Équipe, pour parler du dopage dans le monde du sport, ce qui ne pouvait se concevoir puisqu'on n'en parlait pas encore. Donc si on n'en parlait pas encore, c'est que ça n'existait pas, évidemment, dans l'esprit de certains. Et ce qui m'a valu, à la suite de l'apparition d'un extrait de ma lettre pour une médecine atoxique dans la rubrique « Vous avez la parole » du journal L'Équipe, d'une plainte du médecin-chef de l'Institut national supérieur du sport auprès du président national du Conseil de l'Ordre, lequel transmit la plainte au président du conseil départemental, qui était un psychiatre, le docteur Penet. Et donc ça a été le début des ennuis, et fin 89, on m'a interdit 2 ans d'exercer. Et depuis la fin de ces 2 ans d'exercer, donc depuis 91, on me refuse systématiquement le droit d'exercer parce que je ne remplirai pas les conditions de moralité et je discréditerai même la profession. Donc depuis 91, je suis un peu un électron libre, j'ai beaucoup de temps libre, si bien que j'ai écrit un bouquin sur l'hépatite B avec Madame Simon. J'ai fait un autre bouquin sur la crise aviaire ou la culture du mensonge il y a 2 ans. J'essaye de réfléchir et d'analyser différentes maladies qui, pour moi, ne surviennent pas par hasard, ne sont pas le fruit du hasard, mais sont la conséquence de plusieurs facteurs, puisque c'est souvent multifactoriel. Donc j'étudie tout ça. D'où vous vient votre intérêt spécifique sur le sujet de la vaccination? J'étais en première année de médecine et on a eu le malheur de me faire une piqûre de tétanos, du vaccin antitétanique, dans l'épaule droite, et à l'Hôtel-Dieu à Valenciennes. Et c'était juin 69, donc j'avais 18 ans. Comme par hasard, j'avais été paralysé du bras pendant 24 heures et cliniquement, j'ai retrouvé des symptômes ici, amaigrissement, la fonte musculaire de la main, je ne pouvais plus écrire il y a 4 ou 5 ans et ensuite j'ai eu une fonte musculaire généralisée. Et alors, et ça en est où donc j'ai repris 10 kilos, donc la forme revient. Mais parce que je pars du principe que tout ce qui se fait d'un côté peut se faire aussi dans l'autre sens, quoi. J'étais sensibilisé au problème des vaccinations et puis quand le conseil m'a donné du temps libre, j'ai eu le temps d'étudier beaucoup
la vaccination et les différentes interventions des uns et des autres, et j'ai découvert finalement que il n'y avait aucune preuve scientifique, comme le disait le professeur Dubernard, chirurgien qui était le président de la commission des affaires sociales à l'Assemblée nationale, qu'il n'y avait aucune étude scientifique permettant d'affirmer que les vaccins avaient une quelconque action sur la santé. Donc ce qui confirmait tout le bien que je pouvais penser des vaccins. Je rappelle qu'on a vacciné entre 1994 et 2006 plus de 30 millions de Français. Le vaccin n'était obligatoire pourtant que pour quelques millions d'entre eux, mais l'État, Bernard Kouchner et Philippe Douste-Blazy ont été très persuasifs. C'est vrai qu'ils ont été fait courir le bruit aussi, que l'hépatite B se transmettait par la salive. On a dit ça, c'était faux, mais c'est pas grave. 35 millions de Français donc ont été vaccinés, et on est passé de 20 000 scléroses en plaques en 1994 à plus de 80 000 en 2006. Cherchez l'erreur. Il y a eu des thyroïdites. Alors vous allez me dire, oui, mais les thyroïdites, ça peut être en rapport avec Tchernobyl. Oui, mais Tchernobyl, ça a été 86. Là, des gens se sont tapés des thyroïdites il y a 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, avec le vaccin hépatite B ou d'autres vaccins. Vous avez ensuite d'autres maladies auto-immunes, telles que des spondylarthrites ankylosantes, des polyarthrites chroniques. Tout ça est apparu avec le vaccin hépatite B. Alors, quand vous pensez toutes les complications que ça fait beaucoup. L'hôpital il y a eu au moins une quinzaine de scléroses en plaques. Mais le service médical de l'hôpital ne fait pas la relation, il ne faut surtout pas la faire, vous comprenez, c'est délicat. C'est jeter un peu le discrédit sur tout un ensemble de choses, donc ils ne veulent pas. Le vaccin hépatite B n'est sans doute pas le seul facteur. Il y a aussi les vaccins comportant de l'hydroxyde d'aluminium, et notamment le vaccin contre le tétanos, mais il y a également un autre facteur qui n'a rien à voir avec la vaccination, c'est la pollution électromagnétique et les ondes magnétiques parasites, c'est-à-dire les ondes de type téléphonie mobile, portable, antenne relais, Wi-Fi, WiMAX, etc. On a vacciné aux États-Unis en 1976 43 millions d'Américains. Au bout de 2 mois, on a dû suspendre, contre une menace de pandémie, H1N1 également. On a dû suspendre cette campagne de vaccination parce qu'il y a eu plus de 100 décès en 2 mois et demi. Il y a eu entre 500 et plus de 1000 cas de syndrome de Guillain-Barré, c'est-à-dire de paralysie progressive qui peuvent entraîner une paralysie respiratoire, simplement avec la vaccination. Or, d'aucuns disent que ces cas aux États-Unis en 1976, ça n'était que la partie visible de l'iceberg, parce qu'il y a eu après plusieurs milliers de plaintes de personnes qui étaient victimes. On a fait appel à M. Anthony Morris, un médecin qui a élaboré un vaccin contre la grippe. Il a découvert que ce vaccin, au lieu d'être efficace, il y avait des anticorps que dans 20% des cas. Par contre, il avait découvert que chez les rats, ça entraînait des tumeurs du cerveau, ce vaccin. Alors, chez l'être humain, des convulsions en pagaille, etc. Il a dit, mais il ne marche que dans 20%. Eh bien, le ministre, le secrétaire d'État, parce qu'il n'y a pas de ministre aux États-Unis, le secrétaire d'État à la défense, à la santé, a dit que ce vaccin était efficace dans 80%. Le docteur Anthony Morris a réagi, on lui a demandé de fermer, on lui a proposé 17 000 $ à l'époque pour acheter son silence, il a refusé, il a été foutu à la porte, son laboratoire a été complètement détruit pour qu'on ne retrouve pas les pièces à conviction démontrant que le vaccin était toxique. Et entre-temps, le président Ford s'est fait comme 25 ans plus tard, 25 ans plus tard, Bush s'est fait vacciner publiquement en disant « Regardez, voyez, ce vaccin est inoffensif, je me vaccine ». Marquez, moi aussi, devant vous, je peux prendre une seringue, mon épouse est infirmière, je vais me vacciner contre le... je peux le faire. Bonjour Sylvie Simon. Bonjour. Vous êtes journaliste et vous avez écrit de nombreux ouvrages sur la vaccination. Est-ce que nous pourrions savoir pourquoi vous vous êtes lancé dans ce combat?
Parce que j'ai toujours eu horreur du mensonge et que le dogme vaccinal a été construit uniquement sur des mensonges. On nous a raconté n'importe quoi, on envoie des chiffres pour affoler la population. Je crois que répandre la peur, du reste, les laboratoires ont avoué que par la peur, on arrivait à avoir une population qui a accepté la vaccination beaucoup plus volontiers. Donc, devant tous ces mensonges, étant donné que ces mensonges touchent la santé publique et peuvent causer des drames épouvantables, je trouve qu'il faut arrêter cette espèce de carnage qui est donné parce que la population étant affolée se précipite sur les vaccins. On nous a fait croire, par exemple, et c'est la même chose, l'histoire du Gardasil correspond exactement à l'histoire de l'hépatite B. On a pris des maladies qui ne touchent qu'une toute petite partie de la population en affolant les gens, en disant par exemple que l'hépatite B se transmettait par justement la salive ou des choses comme ça, ce qui est absolument faux. On n'a pas dit, on a vacciné les bébés en disant qu'ils risquaient d'attraper la contagion, ne serait-ce que par la salive ou par le partage de jouets, etc., ce qui est absolument faux. Et maintenant, on vient de découvrir du reste que la protection, si protection il y a, ne durerait pas au-delà de 15 ans. Il y a eu des publications sérieuses là-dessus. Donc à quoi sert de vacciner des nourrissons pour une maladie qui ne sera pas protégée quand ils auront l'âge d'avoir une vie sexuelle. Il y a la même chose pour le papillomavirus, dont on a fait une publicité absolument incroyable en faisant croire que de toute façon c'était un problème général, que c'est en vérité beaucoup moins grave que la plupart, c'est exactement comme pour l'hépatite B, la plupart des gens guérissent spontanément, ça disparaît sans laisser aucune trace, et ça les gens ne le croient pas, ils s'imaginent que dès qu'il y a un papillomavirus, il y a une énorme partie de la population qui est en contact avec le virus, qui disparaît spontanément, et si on a vraiment un bon système immunitaire, il est évident que ce sont des problèmes qui n'existent pas. Mais avec les vaccins, en plus, on fait tomber le système immunitaire, mais ça, c'est encore un autre problème. Donc, il y a eu cette chose-là. Avec l'hépatite B, donc, on a fait une campagne absolument épouvantable et monstrueuse. La preuve, c'est que les laboratoires sont maintenant mis en examen pour mensonges aggravés, mais je pense qu'ils s'en tireront très bien, comme on s'en tire toujours en France avec les tribunaux. Mais pour le papillomavirus, il y a quand même une chose aussi très importante, c'est que on ne dit pas assez qu'il a été fabriqué par Merck, qui a été quand même le fabricant du Vioxx. Alors l'argument des gens des vendeurs du Vioxx, enfin les vendeurs du Gardasil vous disent oui, mais nous avons eu le prix Galien, ce qui est vraiment une preuve de qualité de notre vaccin qui a été vraiment très étudié. Or, il ne faut pas oublier tout de même que le Vioxx avait eu le prix quelques années avant, le prix du MEDEC, un an avant d'être retiré de la circulation, après avoir tué aux États-Unis plus de 50 000 personnes et d'avoir blessé 160 et quelques mille personnes aussi. Donc le fait d'avoir un prix n'a aucune importance, ne veut rien dire, surtout que les prix sont toujours donnés par des gens qui ont des attaches dans les laboratoires. Il faut toujours bien ne jamais perdre de vue les liens entre les laboratoires et les gens qui vous donnent les vaccins. Ensuite, il y a aussi la question, alors à ce moment-là on a donné effectivement le prix, on a donné le prix Nobel aux découvreurs du papillomavirus. À un moment où on essayait de lancer la vaccination contre le Gardasil, il faut dire que quand même c'est un vaccin qui coûte entre le prix du vaccin et les visites médicales plus de énorme, qui est supporté par nous tous, même en France, la sécurité sociale rembourse 65%. Ce sont vraiment des prix exorbitants. Et donc on a donné ce prix Nobel, et moi j'ai pensé que c'était quand même un petit peu louche, et effectivement, il y a un procureur allemand qui s'appelle, un procureur danois qui s'appelle le procureur Schutz, qui a découvert qu'il y avait des liens d'intérêt énormes entre certaines personnes impliquées dans l'attribution du prix Nobel et avec AstraZeneca. Alors moi on m'a dit mais AstraZeneca n'est pas le fabricant du vaccin, mais AstraZeneca a touché des royalties énormes du Gardasil l'année où le prix Nobel a été donné. Donc il est évident qu'il y a des trafics énormes à ce point de vue-là. C'est quand même quelque chose de très... les gens ne se rendent pas compte, parce qu'autrefois les vaccins coûtaient entre 4 et 8 euros, 8 euros, 6 euros. Maintenant les vaccins coûtent 60 euros, 70 euros. Du reste, très souvent on retire un vaccin en vous disant oui, finalement il n'était pas très efficace, on en a trouvé un mieux. Mais ce qu'on ne dit pas toujours, c'est que le pas efficace
qui avait été très efficace pendant des années, il ne faut pas oublier ça. Hein. On nous a dit pendant des années qu'il y a un vaccin qui était très efficace et sans aucun effet secondaire. Quand on le retire, on vous dit, on en a trouvé un qui est beaucoup plus efficace et qui a moins d'effets secondaires. Comme le disait Coluche, plus blanc que blanc, c'est quoi? C'est là, comment peut-on être plus efficace quand on vous dit qu'un vaccin est efficace à 100%, ce qui n'est absolument pas possible sur le plan, cette affirmation est absolument idiote. Et alors c'est la même chose, effectivement, je reviens de nouveau à l'hépatite B, où on nous a dit que c'était un problème franco-français, justement, et ça n'est pas du tout c'est pas un problème franco-français, parce qu'aux États-Unis, il y a un scandale énorme sur l'hépatite B, dont on ne parle pas. Vous savez que nous, on est protégés par les frontières, comme pour le nuage de Tchernobyl, rien ne vient en France, les choses n'arrivent pas, et ce qu'on nous dit, c'est que justement, en Angleterre, il n'y a pas eu de problème. Or, en Angleterre, on a vacciné, effectivement, 5 millions de personnes, en France, on en a vacciné près de 30 millions. Donc ça fait une énorme différence. Il est évident que plus on vaccine, plus il y a d'accidents et qu'il n'y a pas eu beaucoup d'accidents en Angleterre. D'autant qu'eux ont un gros problème avec le ROR, parce qu'ils ont énormément vacciné avec le ROR. Ils sont tellement occupés par leur problème du ROR qu'ils ont mis toute leur ardeur à s'occuper de ça et pas du tout de l'hépatite B. Donc tous ces problèmes-là, je crois que si les pays s'alliaient pour échanger toutes leurs informations, on s'apercevrait que les problèmes sont exactement les mêmes dans tous les pays, parce que c'est normal, les laboratoires passent les frontières, les laboratoires vendent la même marchandise, vous savez qu'ils sont tous fondus les uns avec les autres, il n'y a plus un laboratoire allemand, un laboratoire anglais, un laboratoire français, ils ont tous des liens d'intérêt entre eux, ils sont tous unis les uns et les autres, et la population, qu'elle soit anglaise, américaine, chinoise ou n'importe quoi, on a à peu près les mêmes, on est quand même des êtres humains, toujours sensibles aux mêmes maladies et avec les mêmes défenses naturelles et avec les mêmes accidents vaccinaux. Voilà, donc je crois qu'il faut dénoncer ça et les gens ne se rendent pas compte qu'ils ne sont pas informés, donc on leur dit le vaccin, il faut absolument le faire. Effectivement, on menace aussi les gens qui ont commencé à avoir un vaccin et qui tout d'un coup découvrent qu'il y a des accidents, et on leur dit si vous vous arrêtez, c'est extrêmement dangereux. Ce qui est absolument faux. Plus vous vous arrêtez tôt, moins vous risquez d'avoir des problèmes. Il faut quand même rassurer aussi les gens. C'est pas parce qu'ils ont eu une première injection qu'il faut s'arrêter, d'autant qu'il y a eu beaucoup d'accidents avec la deuxième injection. Par exemple, pour l'hépatite B, il y a eu beaucoup plus d'accidents pour la deuxième injection que pour la première. Et le ROR, c'est exactement la même chose. Donc il faut s'arrêter de menacer, d'avoir peur. Il ne faut plus avoir peur des maladies. Il y a quand même la plupart de ces gros vaccins sont des maladies sont des vaccins contre des maladies très bénignes et qui disparaissent seuls. Et je crois que la chose la plus importante, c'est la prévention. Et la prévention, c'est pas le vaccin, c'est d'avoir une vie saine et de consolider un système immunitaire. Mais que dire aux mères alors qui ont déjà commencé à vacciner leurs filles et qui se posent énormément de questions? Justement, c'est là que plus elles arrêteront la vaccination. Bon, il ne faut pas tuer leurs filles parce qu'elles ont été vaccinées, mais il vaut mieux arrêter dès qu'on est au courant et ne pas se dire j'ai encore la deuxième dose qui est dans mon réfrigérateur, qu'est-ce que je vais en faire? Flanquez-la à la poubelle. Au moins vous risquez de sauver votre enfant puisque c'est à la deuxième dose ou la troisième parfois, ou on rappelle qu'on a un accident. Donc plus vous vous arrêtez, plus vous limitez les risques d'accident. Donc il faut rassurer les mères et ne pas être dans la peur. Je crois qu'il n'y a qu'une chose à éradiquer sur la Terre. Ce ne sont pas les microbes, ce ne sont pas les virus, c'est la peur. Quand on aura éradiqué la peur, les gens ne seront plus malades. Ils ne seront pas, en tout cas, autant malades. Merci beaucoup, Sylvie Simon. Merci à vous.